Bonsoir, bienvenue pour un autre podcast en français, le deuxième cette saison, en fait un deuxième dans l'histoire de Flag Plus Football. Ça sera, je serai en compagnie de mes deux collègues ce soir, Marc-André Desaulniers ainsi que Nicolas Bellou. Les deux sont vous pouvez suivre leurs articles depuis le début de la saison. Marc-André écrit résume des parties pour les divisions 4A, 4B, 5A, 5B, 6A et 6D, tandis que Nicolas écrit des articles un peu sur demande, résumé des parties, pas résumé des parties, il a écrit pour les personnes du temps de la renommée, ainsi que résumé quelques parties au cours de la saison. Et votre hôte, votre animateur, c'est moi, donc François Martin. Donc, bienvenue à tous. Et il y a Alex à la console qui est toujours au poste. Donc, bonsoir messieurs, ça va bien? Ouais, ça va, toi? Oui, ça va. Donc, la saison, elle est déjà terminée. Donc, il y a déjà plusieurs équipes qui sont à vacances, qui pensent déjà à leur saison d'été, saison de printemps. Mais avant de penser à la saison de printemps, on va commencer par faire un petit retour. Et après, on va regarder les séries éliminatoires. Dans le fond, on va faire un petit résumé de ce qu'on pense qui va se produire au premier tour. Donc, avant tout, un retour sur la saison. Marc-André, tu as joué carrière pour une première fois cette saison avec Clinkers. J'aimerais que tu me parles un peu de c'est quoi être un nouveau carrière dans la ligue, surtout que tu n'as jamais été carrière dans aucune ligue, quelle qu'elle soit, que ce soit au football contact ou dans une autre ligue de touch football ou de flag football. Donc, t'es pas le premier à commencer comme carrière, surtout dans les basses divisions. Puis j'aimerais ça que tu me parles de ce nouveau rôle-là, puis ainsi aussi de pouvoir nous donner des conseils pour d'autres carrières qui vont tenter cette expérience-là dans les prochaines saisons. Parfait, mais en fait, c'est une expérience vraiment emballante. Puis c'est un exercice d'humilité excessif. C'est comme au début, la première... Oups, excusez. Ah oui, ça va mieux aller. Oui, comme la première partie, je me rappelle, j'avais très bien performé, mais je comprenais pas pantoute ce que je faisais, là. Contre les Bruins, on les avait battus, mais je me rends compte avec le recul que c'était vraiment un beginner's luck, là. Et la deuxième semaine, on t'a affronté contre les Diablos et vous avez adopté un jeu pour contrer mon meilleur joueur et nos meilleurs joueurs, et je me suis rendu compte par la suite qu'il fallait que je diversifie plus mon ballon. Donc, c'est pour ça que le petit conseil que je peux donner à ceux qui veulent essayer de devenir carrière, c'est de ne pas avoir peur de demander des conseils. Comme moi, c'est Paolo de la Rocca à Gaspéz. Il m'a vraiment beaucoup aidé. Là. C'est qu'à tous les semaines, on passait genre 2-3 heures par texto. On s'échangeait comme des schémas, comme supposons quel schéma offensif peut battre ce type de défensive-là, comme contre une 4-1, une 3-2, que c'est les insides qui drop. C'est-à-dire quel jeu que je peux faire pour pouvoir battre ce genre de défensive-là. Aussi, l'autre petit conseil, ce serait d'avoir une équipe avec des bons joueurs d'équipe. C'est-à-dire des joueurs qui vont t'appuyer dans cette démarche-là. Et c'est ça, c'est que moi j'ai pris des chums dans le fond que j'avais dans d'autres ligues ou des amis de tous les jours que je savais qu'ils allaient m'appuyer dans cette démarche-là. C'est l'élément important dans le fond, je pense que pour un nouveau carrière, c'est d'être bien appuyé. C'est sûr qu'il va faire des erreurs. Exact. Un nouveau carrière, faut s'attendre à qu'il fasse des erreurs, puis qu'il nous coûte des parties ici et là. Même des bons carrières vont nous coûter des parties ici et là. C'est un jeu d'équipe de toute façon avant tout. Puis il faut l'appuyer. Puis pour ma part, d'avoir déjà joué dans des équipes qu'on n'est pas appuyé, c'est juste un effet boule de neige où on joue mal, on essaie de s'en sortir, mais ou c'est plus pas un effet boule de neige, c'est même un effet sable mouvement. Donc on essaie de faire on essaie de s'en sortir, mais on s'enfonce de plus en plus, puis finalement on réussit jamais à s'en sortir, puis on n'a pas de plaisir à jouer à cette position. Non, moi je l'ai vécu aussi, j'ai essayé avec les UR, et je me rappelle, on avait perdu une game là, par peut-être qu'il y avait des personnes qui vont s'en rappeler, là, 70-0,
Et je pense qu'il doit être un record de la ligue. Puis c'était vraiment dur avec QB, surtout quand tu as un bon rusher qui est devant toi, qui n'est pas habitué à dealer avec ça. Le terrain est tellement petit. C'est pas comme quand tu joues dans d'autres ligues, comme je sais pas moi, au Touch ou Boucherville, etc. Dans d'autres ligues de flag, que tu joues avec tout le terrain, tes receveurs, tu peux lancer des patterns sur l'extérieur. Tu as tellement de verges, tellement de terrain. Tandis qu'au flag, là, souvent, les ballons, ils touchaient dans les murs puis dans les rideaux. Surtout quand tu es proche du jeune zone, c'est tellement stressant. En tout cas, si je peux te dire. Là, puis j'ai même joué récemment aussi en D6 là, pour remplacer. Puis avec une autre équipe. Là, puis c'est même en D6, là, quand normalement que tu joues contre un bon rusher, là, c'est quelque chose. On en avait parlé, en fait, le D6 au bilan de mi-saison. Puis le D6, c'est plus le D6 que c'était il y a 4-5 années. Là. Le D6 est rendu... le niveau de jeu est rendu élevé. Il y a plusieurs bons joueurs qui jouent dans les divisions supérieures, qui viennent jouer avec une deuxième équipe, avec des amis, mais ça reste que leur talent est encore là. Même s'ils sont des fois entourés de joueurs un peu moins bons, mais ils sont capables de faire, sont capables de faire les jeux. Donc, même pour un nouveau carrière, d'affronter un joueur qui joue en défensive en Division 1 comme Justin Zach Lerner, pour pas le mentionner, Max Bura, Zach Junior. C'est tous des gars qui peuvent faire des interceptions de partout sur le terrain. Puis vous êtes un carrière qui commence en D6, doit affronter ce genre de joueur défensif-là. Puis ça peut être difficile. Puis des fois, on se critique, on se dit « Ah, j'ai lancé 3, 4, 5 interceptions dans une partie », mais pourtant, des fois, il y en a peut-être dans celle-là qui sont liées au talent du joueur adverse, là. Mais par exemple, c'est pas de perte d'espoir non plus parce qu'il y a plusieurs carrières qui ont débuté. Je pense juste à Danny Hayward qui joue en 5A cette année, qui a commencé il y a quelques années en 6, il ne fait que de monter de saison en saison, ça va bien. Gabriel Wiseman, même chose. Charles-Olivier Lavigne aussi avec Alux, que je me demande qu'est-ce qu'il faisait à Alux en D6 il y a quelques saisons alors que présentement en 4B ça va relativement bien. Donc, il y a plusieurs bons exemples qui commencent en D6. Donc, pour ceux qui jouent en D6 présentement, que ça a moins bien été, qui ont eu une saison avec beaucoup d'interceptions puis pas beaucoup de passes de toucher, ne vous inquiétez-vous pas. Revenez la saison prochaine, puis ça risque d'être déjà être mieux. Sur le plan peut-être plus collectif et non juste sur les carrières, il y a des équipes que, présentement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont déjà en vacances. Donc, qui pensent déjà à construire leur équipe, soit pour cet été ou même pour l'hiver prochain, pour ceux qui ne s'inscrivent pas à l'été. Donc, Nicolas, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, il y a plusieurs équipes qui ont malheureusement même pas goûté à la victoire cette année. Je pense que c'est déjà assez difficile de ne pas aller en série, qu'est-ce qu'on appelle la vraie saison. C'est un peu le but de tout le monde. C'est comme les Canadiens, on espère tout le temps qu'ils fassent au moins les séries, même si on dirait qu'ils ne gagneront jamais la coupe. Quand ils font même pas les séries, on dirait qu'en ce moment, il n'y a aucun intérêt pour les Canadiens. Même principe en ce moment. Je sais que le but, c'est d'avoir du plaisir, puis d'avoir une belle activité avec ses amis, mais on s'entend que la plupart de nous aiment ça gagner, puis en série, c'est là que ça commence pour de vrai. Chaque game, pas de lendemain. Quand tu parles des équipes comme les Brewers et For the Bears, tu as juste une victoire dans la saison, puis des fois, surtout pour des équipes de même, la victoire, elle arrive tard. À chaque semaine, on dirait que tu joues quasiment pour pas perdre au lieu de jouer pour gagner. Mais moi, je dirais à ces équipes-là de jamais perdre confiance en eux. Puis il y a tellement des équipes qui ont commencé en Division 6. Puis après ça, ils ont commencé avec 0 victoire. Puis ils sont rendus maintenant, peut-être 4 ans plus tard, en Division 4, en Division 3. Los Avocados, c'est un bel exemple. Ouais. Il y a eu 1 ou 2 victoires seulement. Puis là, ils sont rendus en 5A. Ils n'ont pas fait les séries, mais autant ils avaient dominé au printemps. Autant qu'il y a des équipes des fois qui sont super bonnes, comme mettons LOB, qui cette année, ça a été vraiment plus difficile. Ils ont passé un peu de champion il y a quelques saisons. Puis là, c'est l'hiver dernier, dans le fond. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis des fois, tu perds 1 ou 2 joueurs clés, puis ça fait ça. C'est là que tu vois que la profondeur aussi, c'est assez important. Au football, même au flag, là, tu peux pas avoir comme 2-3 joueurs qui font tourner l'équipe. Puisque on l'a vu, c'est comme le QB que vous parliez tantôt dans le QB qui s'est blessé gravement. Là, Sébastien Thibault. Ouais, là, ils perdent leur QB. Le grand Lionel. Ouais, c'est ça. Ils perdent leur QB à ce point-ci de la saison. C'était leur meilleur joueur, carrément. Puis là, commencent les séries. Mais il faut que ces gars-là, ils se retrouvent puis qu'ils commencent fort les séries. Fait que c'est sûr que moi, je dirais aux équipes là, comme Gotham, etc., ils ont déjà eu des bonnes saisons, puis ça fait longtemps que les gars sont ensemble.
de persévérer puis de continuer. Hein. Mais souvent aussi, quelques petits ajustements font la différence. D'un, premièrement, de choisir la bonne division. Des fois, on ajoute des joueurs, on regarde les alignements de façon mathématique, on essaie d'ajouter des joueurs pour essayer d'aller au plafond des caps de points, mais c'est pas toujours la bonne façon de faire. Des fois, juste des acquisitions clés au bon endroit, peut-être de choisir une division peut-être juste un peu en dessous, de revenir à la base, de revenir à ce qui ont fait leur succès. Puis des équipes comme Gotham, Luby, j'en doute pas que dès leur prochaine saison, ils vont déjà être sur les rails puis ils vont trouver le moyen de rebondir. Surtout avoir une bonne chimie d'équipe. Mais c'est ça qui arrive, des fois, tu as tellement une bonne équipe, tu te dis, hey, the sky is the limit, puis tu arrives, mettons, en D4B ou en D4A, tu penses, c'est juste de la division 4. Puis le niveau, il est tellement rendu élevé en division 4A. Tu sais, si tu dis que tu es rendu à un pas, la division 3. Tu sais, les 3 premières divisions, là, moi, j'ai déjà joué en division 3, puis le niveau est excellent. Fait que quand tu es en D4A, tu es vraiment proche. Fait que viens pas de la 5, mettons 5A en division 4A. Prends ton temps, va en D4B. Bon point. Parce que sinon, j'ai déjà vu des équipes, là, ils partaient de la D6 en D4. Là. OK, tu as gagné un championnat en Division 6, tu penses venir en D4. Le monde, il faut qu'ils juste apprendre à prendre leur temps puis de ne pas sauter des étapes. Et le secret des bonnes équipes dans cette ligue-là, là, un peu comme DK, en commençant en Division 3, ils ont gagné, ils sont montés en Division 2, là, ils sont rendus en Division 1, ça va vraiment bien leur affaire. C'est le même principe, Division 6, là. C'est pas parce que tu commences en Division 6 que c'est pas important. Le processus est vraiment important. Puis ces équipes-là, à un moment donné, peut-être qu'on va les voir à la fin de la saison, puis quand on va faire des podcasts, puis qu'on va parler d'eux comme pour les championnats, là, tu sais. Oui, mais tout à fait d'accord. De toute façon, il n'y a pas chaque division a un niveau de jeu relevé. Oui, c'est ça. Même les 35 ans en plus, puis la code, là, j'ai vu une couple de matchs. Là. Hey, les filles sont tellement bonnes. Ah, c'est incroyable. C'est les équipes qui ont des filles, qui ont vraiment des filles bonnes, qui jouent pour Flag Football Québec ou Flag Football Canada. Là. Ils viennent dans Flag Plus, là, ils dominent. C'est un méchant avantage. Hey, j'ai vu des filles là, comme... Vanessa Berry, puis des filles comme ça, là. Sarah Demers, puis hey, Colin. Les filles savent lancer, puis je suis content de voir ça. Je trouve ça beau, puis j'espère peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir carrément des divisions juste de filles dans Flag Plus. Ah, ça serait une bonne idée. On en parlera à Rob. Donc, au travers des équipes que tu as nommées, donc tu as nommé quelques équipes qui ont pas eu grand succès cette saison. Mais par exemple, il y en a eu qui ont eu beaucoup de succès cette saison. Plusieurs dans chaque division. Il y a eu des équipes qu'on s'attendait au sommet. Par exemple, 69ers en 4A, on s'attendait à les voir au sommet. Alpha T, on s'attendait qu'ils fassent les séries. Mais il y a eu aussi des équipes qui sont plus surprenantes, que ce soit dans chacune des divisions. Donc, Marc-André, est-ce que tu aurais... Je pense que... la première équipe qui t'a intéressé, c'est une équipe qui est nouvellement formée. En fait, qui a été formée suite au Combine qui a été fait au mois de décembre. Donc, c'est un groupe de joueurs qui ne se connaissaient pas, qui ont formé une équipe, qui n'ont pas eu la saison, ils n'ont pas eu une saison parfaite. Ils ont eu une saison respectable. Puis, ils se sont qualifiés pour les séries. Est-ce que tu peux nous en parler? Ils ont quand même fini deuxième de leur association. Ouais, ils ont profité un peu des équipes un peu plus faibles pour avoir ce bon classement-là. Mais ici, on parle de replacement. Replacement, exact. Oui, désolé, j'ai oublié de le mentionner. C'est que je les ai vus 2-3 fois. Parce que je marque des parties le samedi soir et j'ai eu l'occasion de les voir. Et j'ai vu une progression constante. La première fois que je les ai vus, c'était la semaine 1 ou 2. Puis tu voyais qu'il manquait un peu de chimie, qu'il manquait un peu de timing. Mais je les ai revus justement hier. Pas hier, mais dimanche pour la dernière semaine d'activité. Et leur jeu était vraiment bien synchronisé. C'est que le corps arrière, Frank Teoli Colatrella, exécute ses jeux en fonction de ses forces. C'est-à-dire c'est que lui, c'est un athlète, il court super bien avec le ballon, donc il fait beaucoup. C'est une des rares équipes que je vois qui fait du read option, littéralement. Et justement, c'est qu'il maximise ses points forts. En plus, il peut compter sur un bon quatuor de receveurs en Carlo Lato, Jean-Pierre Nara, Jason Comtois et Alex Laroche.
Puis en plus, leur défensive, c'est une défensive très étanche. Ils manquent jamais de flag, puis ils se défoncent à tous les games. C'est une belle surprise. C'est une équipe qui est agréable à avoir joué. Est-ce que ça pourrait être une équipe Cendrillon? On pourrait-tu faire un film sur eux? Tout à fait, oui, ça serait une belle... En fait, aussi, ils peuvent aussi se vanter d'être la seule équipe à avoir mis fin à la saison parfaite de Air Force One. Oh! C'est la seule équipe ayant battu Air Force One cette saison. Ils ont point. Même s'ils ont une fiche un peu... ils ont une fiche en bas de 500, ils sont quand même la position numéro 2 en raison de leur champion de division. Donc, ils n'affronteront pas Air Force One avant au moins avant les demi-finales, dans le fond. Ouais, Donc, demi-finale, c'est ça. les finales d'association, de conférence plutôt. Mais il y a aussi, je vois aussi la semaine dernière qu'ils ont fait aussi un bon duel contre Quakers, qui est une autre bonne équipe de la division. Donc oui, je pense qu'ils pourraient continuer leur belle histoire un peu plus longtemps en série. Excuse, Non, continue, enchaîne. J'enchaîne pour l'autre équipe qui m'a surpris. On a parlé un peu de Zach Junio tantôt. Donc, son équipe en 6, c'est Two Flag One Cup. C'est justement, on en a parlé un peu avant le show, c'est que Zach Junio il avait jamais joué à cette position de carrière-là. Et lui aussi, ça, il y a une progression vraiment fulgurante. Là. Ils vont être vraiment dangereux pour aller jusqu'au bout. Puis ça aussi, c'était tous des nouveaux joueurs avec peu d'expérience FPF, excepté Junio et Alex Delaurier. Leur seule défaite, ça a été contre Fighting Flamingos, l'autre grand favori en 6. Ils ont un différentiel de plus 144, donc ils ont vraiment dominé la division. Moi, j'ai joué contre eux en division 6 avec les Farmers. J'ai vraiment aimé la chimie qu'il y avait entre ces gars-là. Ça paraît que c'est des amis qui se connaissent bien aussi en dehors du terrain. J'ai aimé un peu que Jacques Zonneau, il revêtait un peu le rôle de capitaine, comme du capitaine du navire. C'est pas juste le carrière, c'est aussi comme le safety, c'est lui qui dit les jeux. Le seul bémol que je dirais, c'est que il parle beaucoup sur le terrain, il parle beaucoup trop peut-être. Peut-être qu'en série, ça va probablement leur coûter des pénalités. Deuxièmement, il venait juste par 2 ou 3 touchés contre nous, puis il disait des calls comme les gars, maintenant on joue pour les stats. Ok, les gars, faut pas arrêter de jouer, c'est pas fini. C'est un couteau à 2 tranchants. Je veux dire, ok, peut-être, parce que nous, on n'était pas relativement une bonne équipe en Division 6. Mais quand tu arrives en série, là, c'est une autre paire de manches. Là, tu arrives avec des équipes qui ont du vécu, des équipes, des fois, qui ont battu des grosses équipes, qui ont fait des upsets. Eux, là, sont affamés, là. Fait que si tu mets du bois dans le feu là, en disant tu mets 2 touchés. Hey, en FPF, c'est rien 2 touchés. Là. J'ai vu des remontées là, incroyables. Là. Si tu me motives en disant ok, les gars, juste pour les stats après 2 touchés, moi, pour de vrai, là... ça va motiver la ouais, c'est ça. Ce serait un conseil d'amis que je leur dirais. J'ai pas pris ça mal. J'en ai pas rigueur. Mais vu que c'est comme une équipe qui est relativement nouvelle ensemble, je dirais peut-être de garder leurs commentaires pour eux, puis de jouer plus avec respect peut-être. Pas respect, mais tu sais, je sais pas. Comme, je veux dire. Bon point, Nick. Très bon point. Mon autre équipe surprise, c'était de Wrecking Crew en 5B. Justement, c'est une équipe qui est restée invaincue. 10 victoires, aucune défaite. Ils ont battu les puissants Falcons sur le dernier jeu du match, que j'ai entendu entre les branches que c'était un jeu un peu controversé, mais bon, il y en a qui disaient que le toucher était bon, l'autre qui était pas bon, mais on respecte les décisions de l'arbitre en tout temps. Aussi, ils ont battu Retired All-Star, The Process, Punisher, Stephen Harry Perso, qui connaît une saison extraordinaire. Il distribue ses ballons à tous ses receveurs, que ce soit Shane Stewart, Joss Levine, Kevin Kuzai. Puis ce dernier, Kuzai, dirige sa défensive d'une main de maître. Et c'est important de remarquer que Stewart, il y a eu 9 interceptions au cours de la saison. Ouais, c'est vraiment bon. C'est vraiment toute une saison, c'est très impressionnant. Ben en fait, Stéphane Harry Perso, il y a 2 bonnes équipes cette saison. Il joue autant avec Fighting Flamingo en 6 et Wrecking Crew en 5B. Même à un moment dans la saison, je pensais que les 2 équipes auraient peut-être pu être invaincues. Malheureusement, il a fait un léger faux pas avec Fighting Flamingo, ce qui reste quand même qu'ils finissent premier dans leur conférence et auront
affrontera la dernière équipe qualifiée. Mais oui, puis Stéphane Perso, c'est un carrière qui est, comment je pourrais dire, pas le plus talentueux que je pourrais dire, mais c'est un des carrières qui exploite le plus ses qualités physiques, athlétiques et mentales. Chaque passe qu'il va faire, c'est une passe qui est travaillée. Il va bouger dans sa pochette, il va se déplacer. S'il a besoin de compléter des passes plus faciles, il va se rapprocher de ses receveurs. C'est un carrière, surtout dans les basses divisions, qui est beau à voir jouer pour surtout des nouveaux carrières. Des carrières qui pensent que le seul type de carrière qu'on peut être, c'est Tom Brady. Ça, c'est Stéphane Perso, c'est un carrière qui nous montre que... parce que la grandeur peut aider. Dans son cas, il n'y a pas la grandeur. Donc, son bras, il n'est pas extrêmement puissant. Il a un bon bras, mais c'est pas Tom Brady. Donc, il se débrouille avec ses moyens. Donc, pour ceux qui débutent dans la ligue, puis comme carrière, c'est un modèle, à mes yeux, dans les basses divisions à regarder jouer. Vous pouvez en apprendre beaucoup par son jeu comme QB. On va enchaîner avec Nicolas qui va nous parler aussi de ses surprises. Ouais, moi je commencerai en DKTA, qui est la division que je joue aussi, plus la D6. The Commission, qui est une belle surprise pour moi. L'équipe de Brent. Ouais, l'équipe de Brent. Brent qui joue wide receiver, qui joue receveur éloigné. Puis c'est Dominique Benevento qui est le centre. Moi, j'aurais peut-être fait le contraire, mais je pense que dans peut-être leur schéma offensif, ça fonctionnait plus. C'est sûr que, à mon avis, je mettrais plus Brent à l'intérieur avec il y a un bon gabarit, c'est le genre de receveur dur à couvrir dans l'intérieur. Pour moi-même, jouer à l'intérieur en défensive, c'est dur. Des fois, tu arrives un pas en retard, le gars il est tellement massif, tu sais que je veux dire, toi aussi, t'es bon dans l'intérieur parce que tu serres ton corps pour aller devant avec le ballon. Là, à l'extérieur, je trouve un peu qu'il perd. Moi, j'ai joué contre eux. Mais je pense pas que c'est... Je pense pas que c'est... Ils veulent avoir Brent comme receveur plus qu'ils veulent Benevento comme snapper. Ouais, ça c'est sûr. C'est une... dans les divisions supérieures, avoir un centre mobile, c'est très convoité. Un centre qui peut être polyvalent, qui peut te faire plusieurs tracés, qui peut même des fois te dépanner dans les zones profondes, mais qui peut sortir rapidement, de sa position. C'est très convoité. Puis il y a plusieurs équipes qui comptent sur un snapper mobile, sur un centre mobile, désolé, qui peut recevoir beaucoup de ballons, qui peut être une des premières cibles de l'équipe. Ce n'est pas juste un dépanneur, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont choisi de faire ce choix-là. Pour pas le nommer, Philippe Ossan, dans mon équipe, les Clinkers, il me démerde vraiment souvent. Là, puis avec sa rapidité, ses drags, ses dés. Puis ses remises sont belles. Ses remises sont super belles, tout le temps précises. Moi, je joue avec Stéphane Turmel en DKTA, puis il joue avec les Falcons en D6, puis... il est tellement bright pour se faire des tracés vite. Il se démarque souvent. Puis moi, j'ai toujours dit, le centre est tellement important au football. Ça peut être ton ton receveur numéro 1, carrément. C'est comme un peu ton dépanneur. On dirait qu'il est tout le temps libéré. On dirait que souvent le centre au football, le safety joint. Notamment que le rusher, il vient, mais là, ça libère une place. T'sais. Puis le safety peut pas se mettre où que le rusher. Fait que moi, vraiment, que le safety va dans les zones profondes, le rusher avance, ça crée comme une sorte de carré imaginaire que le centre peut exploiter. Moi, je le dis tout le temps. Mais en tout cas, pour revenir à ma surprise là, de Commission, je trouve vraiment que LJ Gomez puis Domenico Benevento, ils ont tellement une chimie. Ces gars-là, ils jouent dans des grosses divisions aussi. Là, puis ils jouent ensemble. Je ne me rappelle plus du nom de leur équipe. Je pense qu'ils jouent en D2 ou en D3. En tout cas, mais ils sont vraiment le fun à avoir joué. T'sais, ils font des touchés, on dirait des enfants qui viennent de frapper sur une pinata puis qui a plein de bonbons. AJ Gomez, surprenamment, est un excellent QB. Juste quand on a joué contre nous en D4A, il y a eu 2 passes de toucher. Ils font souvent des jeux truqués que le corps lance sur lui sur le côté, puis là il lance. Puis je l'ai vu aussi jouer souvent, là, les AJ cette année. Là. Puis honnêtement, il y a un méchant bon bras, très surprenant. C'est vraiment une facette que les équipes ne voient pas arriver. T'sais, il est tellement bon receveur. Tu te dis, OK, il va sûrement essayer de faire des jouets, etc. Il te fait une passe dans le deep, etc.
Sinon, c'est vraiment une équipe complète de commission. Je pense que ça fait longtemps qu'ils sont dans la ligue. Puis les gars, ils sont surprenants pour vrai. Là. Justement, ils ont gagné au printemps en division C au printemps dernier. Donc, ils savent comment gagner. Ils savent, c'est une équipe d'expérience. Je pense qu'Alex a un... L'autre équipe, c'est Hometown Heroes de division 2. Ok, bon, merci, parfait. Merci, Alex. Ouais. Mais moi, là, ils ont fini avec 8-2, ils ont surpris un peu tout le monde. Tout le monde s'attendait un peu que ce soit les 69ers qui soient un peu champions de... 69ers ou Alpha Tees. Ou Alpha Tees, mais les choses ont un peu moins bien été pour Alpha Tees. Mais je vais en parler plus tard, les Alpha Tees, je pense qu'ils vont nous surprendre, mais c'est à suivre. Je n'ai pas aimé dans mes déceptions, Alpha Tees, mais ils ont quand même déçu. Je m'attendais qu'ils dominent beaucoup plus. Sinon, autre surprise? Ouais, en D4B, j'avais les Blue Chips. Je pense que personne ne s'attendait à cette équipe-là qui sortent aussi fort. On peut dire aussi là, qu'ils pourraient quasiment avoir une saison parfaite là, parce qu'ils ont 8 victoires, 2 nuls, donc ils n'ont pas encore perdu. L'avenir nous dira s'ils vont être capables de garder la cadence. Bon, on s'entend que leur QB, Jordan Mitchell, est excellent. 44 passes de toucher, 4 interceptions. Je pense que c'est dur de demander mieux comme ratio. En plus, 660 verges au sol. Ouais, c'est ça. Puis de nombreux touchés. 9 touchés au sol. Je me souviens, la semaine 6 ou 7, là, 213 verges au sol. Ouais. J'ai pas vérifié, mais ça doit être pas loin d'un record de la Ligue pour une partie passer le cap des 200 verges au sol. Quand on considère que le terrain, et on commence avec le ballon à 40 verges, donc aura fait le terrain plus de 5 fois à longueur au sol. Mais je pense que c'est pas un problème de monstrueux. courir une coupe de terrain de football. Lui, il a l'air très en shape. Et puis, je connais Il pas. aime tellement ça courir qu'il pogne souvent des pénalités pour courir 2 fois de suite. là. Ouais, bon, tu vois. C'est lui qui a le record avec 215 verges. Ah, ouais. Deuxième, c'est Jérémy Gauthier avec 176. Ah, quand même. De mémoire, je pouvais pas le confirmer, mais de mémoire, il n'y avait aucun porteur de ballon qu'on pourrait dire qui avait passé le cap des 200 verges. J'ai pas assisté à cette partie-là, malheureusement, là, mais ça devait être frustrant pour une défensive adverse, parce que pour tout joueur qui a déjà joué dans une défensive, là, un carrière, quand on affronte un carrière qui court, c'est très difficile à arrêter lorsqu'il y a du succès. Là. Puis le pire, c'est que tu dis, bon, il court, il lance, il est tellement impliqué à l'offensive. Le gars, il est aussi bon en défensive. Il a 3 interceptions, il a 20 plaqués, il a même un touché défensif. En plus, il joue avec Kenneth Mitchell, Marcus Mitchell. D'après moi, c'est peut-être dans sa même année. Là, ça m'étonnerait. J'ai pas fait mes recherches, mais tu vois qu'ils ont vraiment une belle chimie, cette équipe-là. Puis je pense qu'ils sont destinés à un beau futur dans FPF. J'avais assisté, juste si tu permets, excuse-moi, c'est dimanche dernier, ils ont joué contre Game Changers. Ouais. C'était tout un affrontement, ça a été une partie nulle de 18-18 de mémoire, et ça s'est joué sur le dernier jeu du match. C'est justement Game Changer avait une chance de l'emporter, mais malheureusement le receveur a échappé le ballon dans la zone de début. Ça leur aurait procuré la première défaite à Blue Chip, mais tout ça pour dire que oui, c'est toute une équipe qui, en tout cas, c'est les favoris numéro 1 dans cette division-là. Mon autre surprise, ça serait une équipe que je connais quand même assez bien, que ça fait longtemps que je suis, quand j'écrivais hebdomadairement, les Hot Boys Hotline. Ce sont des qui ont joué sans leur bois mort cette année, Alex D'Aquila. Ils prennent leur envol sans lui cette saison. Puis on voit que dans la même division, Alex n'a pas été le même succès avec Lockdown. Donc, gros move pour du... prendre la défense, la défense des Eagles, c'est toute une tête défensive. Là. Il contrôle sa défensive d'une poignée d'une main de fer. Ouais. Dans un gant de velours. Pour prendre sa défense. Je prends ta défense. Mais bref, gros mouvement de personnel de la part du capitaine de l'équipe. Mais blague à part, oui, c'est une équipe qui est surprenante. Puis ils ont tellement eu sans être pessimiste, ils ont tellement eu des saisons de misère par le passé. J'aime ça, les voir performer comme ça. Ça me dit qu'il faut jamais... Surtout en 5A, là. Ouais, c'est ça. C'est une équipe qui jouait 6, 5B, et là, font ça en 5A. Moi, c'était un peu surprenant quand je les ai vus en 5A en début de saison. Je m'attendais peut-être qu'ils fassent les séries, mais plus 4-6, 5-5. 7-3, puis ils ont affronté plusieurs bonnes équipes, là.
Ils ont affronté Ghost, ils ont perdu contre Ghost, mais sinon, ils ont affronté plusieurs bonnes équipes. Ils ont battu Bruters, Goat, Alpha Star, qui est une très bonne équipe à mes yeux. 10 Guy, One Cup. Donc, c'est pas une fiche de papier qu'ils ont. Ça fait longtemps que Tom Gaddles il est dans cette ligue-là. Je trouve que c'est un QB. Je pense qu'il a appris à négocier avec les tempêtes. Puis il est sorti plus grand comme QB, comme leader de l'offensive. C'est un gars qui garde tout le temps son calme. Il est posé, etc. Puis je trouve qu'il peut se fier à deux gars qui sont vraiment des bons two-way players. Moi, je trouve que c'est des gars sous-estimés. Là. Ça fait longtemps que j'ai... Edouard Valmé, pour pas le nommer, là, c'est tout un joueur. Justement, je l'avais repêché l'année passée. Il rentre comme remplaçant. Là, c'est un joueur qui peut facilement jouer dans les hautes divisions 2-3 facilement. Puis c'est pas des noms qui circulent. C'est pas des gars qu'on parle dans les podcasts, etc., dans nos textes, mais c'est des gars qui font le travail comme Vadim Cherniak. J'ai toujours trouvé que ce gars-là était vraiment bon des deux côtés du ballon. Malcolm Archer, des gars de même. Un autre que je vais parler aussi, une seconde. Brandon Strader, lui aussi très surprenant. Ces gars-là ont vraiment du potentiel, puis ils pourraient surprendre. Puis justement, je pense qu'ils pourraient servir des années un peu de misère, puis se dire, hey les gars, on est bons, on est capable de jouer, puis peut-être que cette année, on met tout ça au placard, puis on revient fort. Hey, si cette équipe-là gagne, ça va être pas justement une surprise, là, ça va être comme une belle histoire, une très belle histoire. Là. En tout cas. Équipe Cendrillon, comme tu parlais tantôt. Mais bref, quand il y a des équipes qui surprennent, malheureusement, il y a aussi des équipes qui nous déçoivent. Bien récupéré. Il y a plusieurs équipes qui nous ont déçus au cours de la saison pour différentes raisons. Des fois, malheureusement, ça peut être lié à des mouvements d'alignement, dans l'alignement dû à des blessures ou à des joueurs qui ne peuvent pas s'inscrire pour X raisons. Mais des fois aussi, c'est la chimie qui n'a pas pris cette saison. Des fois aussi, comme tu le mentionnais tout à l'heure, Nicolas, il y a des équipes qui se tentent des fois de monter de division un peu trop rapidement. Et ils font l'expérimentation. Tu avais quelque chose à rajouter? Ben, des fois aussi, c'est quand même une facette importante, là. Le calendrier. Des fois, tu sais, quand tu commences contre les meilleures équipes là, de ta division, c'est bon. De un, c'est pas bon pour ta confiance. Puis, mettons, tu perds, mettons, tes 3 premières parties. Après ça, faut que tu te remontes parce qu'on s'entend qu'il faut au moins que tu gagnes de 4 parties en moyenne pour faire les séries. Un minimum. Fait que si tu pars avec 3 défaites, mettons que ton jeu est assez mince. Donc, des fois, le calendrier peut jouer pour beaucoup. Autant que des fois, tu commences contre des bonnes équipes. Puis là, OK, tu as déjà une idée du niveau qu'il faut que tu atteignes. Puis, si normalement que tu as un caractère puis l'équipe elle est capable de se tenir là-dedans, tu vas revenir puis tu vas déjà avoir affronté ces meilleures équipes-là en série. Fait que quand tu vas les retrouver en série, tu vas les connaître puis tu vas être une meilleure équipe toi-même. Bon, en tout cas. Mais il y a quand même beaucoup de déceptions cette année. J'ai déjà évoqué un peu LOB. Tu sais qu'on s'entendait pas que ça vire comme ça. Je pense qu'eux aussi s'attendaient pas que ça vire comme ça. Je pense que une des équipes qui t'a un peu déçu, c'est l'équipe du nouveau record pour le plus d'attrapés cette saison. Carmen Police. Ouais, Carmen Police, qui a aussi... non, pas plus de verges, plus de réceptions. Ouais, mais les verges aussi, c'est impressionnant. Oui, il a passé une saison de 1000 verges et lui en manquait à peu près une vingtaine pour battre un record. Ouais, come on, Carmen. Oui, 91 réceptions. En fait, petite anecdote, il en manquait 5 avant la dernière game. Et j'ai juste pu voir une de ces séquences, une des drives de l'avoir joué. Il n'avait déjà fait 4 juste sur la première ou la deuxième drive du match. Je me suis dit, OK, c'est bon, ça va être fait. Finalement, fini la partie avec 13 réceptions, 130 quelques verges. C'est vraiment impressionnant. Mais malheureusement, vous avez beau avoir un joueur record dans votre équipe, ça n'aide pas votre record d'équipe, en tout cas. On parle beaucoup de Carmen, mais Gino Difizio, un vétéran, un Hall of Fame comme Carmen de la FPF, super bon corps arrière, super méthodique. Ça paraît que c'est un vieux de la vieille. C'est drôle parce que j'ai vu beaucoup de games cette saison. Merci à ma copine justement parce que c'est une passionnée aussi de la FPF.
Carmen était là avant le game. Ils sont arrivés, je pense, 1 heure ou 2 heures avant le game. Carmen, il est là. Il amène de la bière avec Gino, des grosses bières. Les gars sont tellement calmes avant le game. Ils ont tout vu. Là. Ça fait tellement longtemps qu'ils jouent dans plusieurs ligues. Puis ça m'a étonné un peu de voir que ça vire comme ça quand Carmen était si dominant. T'avais un gars comme Jordan aussi, d'autres gars dans leur équipe qui étaient vraiment bons. Mais est-ce que leur calendrier les a pas nuits? Ouais, c'est sûr. Tu parlais tout à l'heure. Parce que si je prends leur calendrier 69ers en partant, Ouais, c'est sûr. partir contre les 69ers, c'est pas l'idéal. Après, Upcoming, qui est une bonne équipe. Après, ils vont battre The Commission, qui est l'une des top seeds de la division. Après, revient contre les Warhawks, qui est une bonne équipe. Top Season, Mountain Lion. Ils affrontent une équipe de l'autre division, puis ils affrontent probablement la meilleure équipe de l'autre conférence, plutôt, je voulais dire. Après, affrontent Mutation, qui ont votre équipe, dans le fond, qui ont été nés jusqu'à la fin. Et après, connaît une belle séquence pour terminer la saison en battant Brocation, Gotham et de Alpha Tees. Avec un calendrier peut-être un peu plus facile, ils seraient peut-être présentement en série. Ben moi, je pense qu'est-ce qu'ils ont vraiment tué, c'est que tout le monde le sait qu'il lançait quasiment une passe sur 2 à Carmen. Puis la passe sur 2 qui était pas à Carmen était à Sean Kennedy. Les gars sont tellement bons, mais moindrement que tu es une équipe qui a de l'expérience dans la FPF, tu fais les ajustements en deuxième demi. C'est ça qui est arrivé avec notre partie contre eux. Je suis pas forcément je suis pas nécessairement d'accord. Il a quand même produit, c'est quand même une des attaques les plus dominantes de la division. Oui, je sais que c'est peut-être c'est peut-être facile à de receveurs avec 200 verges oui, de plus, mais c'est peut-être facile à dire que on peut surveiller Police puis Sean Kennedy par la suite, mais les deux ont quand même réussi à trouver le moyen de produire. Moi, c'est plus au niveau de la défensive là. T'as beau marquer 327 points à l'attaque, mais quand t'en accordes 370 à 370 points dans ta saison, il n'y a pas grande saison gagnante qui se joue ici là. Mais moi, ce que je voulais dire surtout, c'est que tu 6 touchés par partie, tu peux pas. Tu dis qu'il marque beaucoup de points, mais tu peux marquer 200 points dans une game, si je marque 201, je gagne. Tu sais, c'est les points. C'est ça que je vous dis. D'après moi, c'est plus avec en accordant 6 touchés. Non, mais ce que je veux dire, c'est les points c'est les points dans le crunch time qui comptent. Si ils sont à 5 verges de la zone de but, puis que nous, on sait qu'il va lancer à ses mains sûres comme Sean Kennedy ou Carmen Police, puis qu'on les stoppe à la ligne de 5 verges, t'as beau avoir marqué 40 points dans la game, on a quand même gagné. Ce que je veux dire, c'est que je pense que il leur manquerait peut-être un autre joueur, un autre un peu comme diversion pour que ces gars-là, parce que John Mercy est super bon. Il est bon dans les zones profondes, mais je pense qu'il manquait peut-être un autre gars qui aurait des bonnes mains, mais évidemment, il leur restait plus de place sur le cap, là, avec Carmen Police qui est dans les 90, avec Sean Kennedy qui est dans les 80. Moi, cette équipe-là m'a un peu déçu. Il y avait tellement de talent sur l'alignement. On peut regarder 3 de leurs défaites. Ils ont marqué 32 points ou plus dans 3 de leurs défaites. Ils ont marqué 32, 39, 39. Ils ont échappé ces parties-là. C'est ça, à un moment donné, FPS, c'est une ligue offensive, mais il faut que la défensive fasse son bout de chemin aussi. Des fois, les statistiques ne disent pas tout. Comme nous, ça a fini 40-39 de mémoire. Je vais regarder en même temps pour confirmer. Oui, 40-39. Et la game était déjà terminée. Ils ont gagné par 9 points. Ils ont marqué le touché. Nous, ça ne dérangeait pas. C'est sûr, mais... C'est ça, tu sais, dans le garbage time, pour parler en bon français, nous, ça ne nous dérangeait pas, tu sais. Marquez-les, vous touchez, on avait 9 points d'avance, 2 possessions. Donc, c'est les stats de 30 points, 33 points. Est-ce que ces points-là ont été marqués dans le garbage time? Pour avoir sorti un article l'été dernier, j'avais calculé le nombre de touchés nécessaires pour remporter une partie. Puis justement, je pense qu'à 5 touchés, on gagnait environ 80% de nos parties, 75-80% de nos parties, ce qui n'est pas le cas dans leur équipe. Ils gagnent en bas de 50% de leurs parties quand ils marquent plus de 30 points. On gagne pas beaucoup. Je sais que c'est une ligue offensive, puis je le répète tout le temps, mais à un moment donné aussi, ça prend un peu de défensive pour avoir du succès. Enchaînons. Donc, par la suite, une autre équipe qui décevait, Nick. En D4B, les Vikings. Oui, les Vikings qui jouaient en 4B, pas en 4B, en division D2 l'été dernier. Puis qui avait quand même bien fait, qui avait connu une bonne fin de saison. Il avait fait les séries, puis qui avait eu un début de saison quand même correct, qui était encourageant, avait eu une victoire dans leurs 2 premiers matchs cette saison, avait l'autre dans la défaite avait bien performé.
mais ça s'est pas concrétisé pour le reste de la saison. Non. Manque les séries. Moi, j'ai connais quand même assez bien. J'ai joué contre eux avec les Buffalo Wild Wings, contre eux à la première ronde des séries au printemps dernier. Ils nous ont sorti des séries, un bon match serré, mais après ça, dans les dernières minutes, ils ont vraiment fait la différence, puis ils sont échappés avec la victoire. Mais tu peux pas gagner quand tu lances 18 interceptions, quand ton corps... tu sais, des fois, je pense que là, t'as Félix Vaillancourt-Tremblay qui a lancé, t'as Nicolas Gendron-Vallée qui a lancé. Les deux ont connu des difficultés. Peut-être qu'il a manqué un peu de constance dans leur équipe. Philippe Code-Batterie est tellement bon, puis il est tellement vite, mais il peut pas tout faire sur le terrain. Il manque un petit peu d'aide. Il manque carrément de l'aide, parce que ce gars, c'est un peu comme un Cameron Police, malgré que Sean Kennedy est excellent. Là, mais surtout que Philippe Corbatti, là, sans me tromper, là, je crois que la majorité de ses statistiques, de ses verges et de ses touchés sont réalisées en début de saison. Dans les dernières games, ça a été peut-être un petit peu plus difficile. Donc, c'est sûr que quand vous avez un stud à l'attaque de l'autre côté et qu'il est capable, si je regarde là, ses 2 premières games de la saison, 3 touchés à la première semaine, 3 touchés à la deuxième semaine. Après, tu affrontes une équipe comme Pass Your Prime, 3e semaine. Qui vont surveiller d'après vous? Et puis c'est pas que les Vikings n'avaient pas marqué 60 points dans leurs 2 premiers matchs. Là. Donc, il a eu une couverture plus serrée. Puis là, les parties, oui, il a eu des bonnes statistiques. Il a fini la saison avec à peu près 450 verges, une quinzaine de touchés là, environ. Mais oui, il a été plus surveillé. Donc, je suis d'accord qu'il leur manquerait peut-être un 2e receveur qui pourrait venir l'appuyer, là, qui pourrait venir et j'ai pas regardé leur cap offensif, mais d'après moi, ils doivent avoir un peu d'espace pour pouvoir accueillir ce joueur. Là. Puis à l'instar des Six, quand on regarde leur défensive, accordé 355 points en FPF, puis en marqué 240. Tu peux pas avoir une fiche positive quand tu accordes autant de points. Faut voir que ces gars-là s'assoient à la table de dessin puis regardent qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ça. Eagle vient leur en aide. Ouais, c'est ça. Il faudrait peut-être peut-être qu'ils demandent des fois, ça vaut la peine de regarder des grosses divisions, puis de s'asseoir, puis regarder qu'est-ce qu'ils font en défensive. Parce que moi, je pense qu'on peut toujours s'améliorer. Puis ces gars-là, après avoir eu du succès dans les années passées, peut-être que ces gars-là sont juste vendus pour une petite douche froide, pour s'améliorer. Puis je pense qu'ils vont revenir forme. Mais il faut de l'aide. Il faut de l'aide parce que Philippe peut pas tout faire tout seul. Il faut avoir l'humilité aussi de demander. Une autre équipe décevante, Dub Boy. Ouais, il y en a Dub Boys qui sont une de mes équipes préférées de la FPF. C'était des gars qui ont joué au cégep dans des bonnes divisions avec le Phoenix André Grasset. T'as Robbie Deschamps qui a joué quelques parties, qui joue avec les Carabins, qui est super bon dans les grosses divisions aussi. T'as Ridwan Abdo. C'est des gars que je connaissais de nom. J'ai tous des gars qui n'ont pas tous joué dans le collégial. Mais t'as un gars comme Benoît Marion qui est venu remplacer, qui joue avec les Carabins. Benoît Marion qui est un phénomène très grand, très massif. J'ai déjà vu rusher quand il était venu pour les Dub Boys il y a quelques années, puis c'est incroyable. Je pense qu'il y avait eu comme 4 passes rabattues. Là. Ce gars, c'est comme un J.J. Watt, là, sans faire... en tout cas, au flag, là. Puis pourtant, ils sont tellement athlétiques, ces gars-là. Avec des gars comme Félix Ménard, sont tellement vite. Mais c'est tellement pas tout ce qu'ils font en FPF. Et il leur manque un peu, peut-être, d'expérience. Mais pas d'expérience de FPF, parce que les gars, ça fait longtemps qu'ils sont en FPF, mais on dirait qu'il leur manque... jeux classiques de flag, de genre comme tout le monde s'en va out, on dirait... banane au-dessus. Ah ouais, bon point Marc-André. Je pense qu'ils viennent tellement du vrai football contact qu'on dirait qu'ils sont pas encore ajustés au flag. Les gars sont tellement bons. Ils ont tellement d'athlétisme dans leur équipe. Mais l'athlétisme, c'est rien si t'es pas capable de la condenser. T'sais? Si t'es pas capable de la tourner un petit drive d'une verge, 2 verges, là, ça peut te rapporter un toucher de 40 verges en FPF. Là. Bon, donc, Marc-André, toi aussi, tu as relevé 3 déceptions. Toi, tu as été davantage dans les divisions 6, 6D et 5B. Avec quelle équipe veux-tu commencer? Je dirais en 6, c'est Not Fast, Just Furious. Ça me déçoit un peu des nommés parce que c'est ça, Jared Buck, c'est tellement un bon gars, puis c'est tellement un très bon corps arrière. Mais c'est justement, compte tenu de son talent,
comme on mentionné tantôt, c'est ma première saison QB, puis je rêve d'avoir un bras comme le sien, là. Fait que c'est comme un receveur, un carrière si talentueux, puis pas réussir à se qualifier pour les playoffs, ça me déçoit. Aussi, il y a eu 4 receveurs avec au-dessus de 200 verges. Il y a Zhong Wei Wang. Mais à sa défense, il y a aussi eu beaucoup de receveurs qui ont beaucoup d'échappées. Là. Oui, ça c'est vrai. Pour avoir joué contre et de les avoir vus jouer, ils ont eu beaucoup d'occasions de marquer qui ont été gaspillées par des ballons échappés. Là. Oui, ça c'est un bon point. Moi aussi, ça, je les ai vus justement dimanche, puis exactement, ces receveurs, ils ont énormément droppé. Là, malheureusement, on ne tient pas les stats des receveurs qui droppent les ballons. Ça va d'un fiche non complété des QB, mais c'est vrai que dans son cas, lui, au moins minimum 50% de ses passes non complétées, c'était des drops. Ça, je suis d'accord. C'est ça, c'est aussi ils ont eu des défaites crève-cœur comme des équipes qui étaient à leur portée, que ce soit contre les Diablos, les Clinkers, puis une nulle face aux Browns. C'est 3 équipes qui auraient essentiellement du même calibre qui auraient pu l'emporter. Donc, il leur manquait juste une petite victoire ou même pas un point, je pense une nulle pour qu'ils fassent les playoffs. Mais dans en fait, leur fin de saison, il y avait l'opportunité de rentrer en force en série, puis ils ont glissé. Dans le fond, ils ont passé à côté du bateau, mais c'est pas facile de faire les séries. Puis comme on disait tout à l'heure, la division 6, c'est pas une division prenable. C'est pas juste parce que tu inscris une équipe en division 6 que tu vas faire les séries. C'en est un bel exemple. Faut travailler pour faire les séries. Moi aussi, j'ai juste à rajouter là-dessus. Moi, j'ai joué contre aussi. Zhong Wei, je m'excuse si je dis mal son nom, mais je trouvais qu'il faisait souvent le même tracé proche de la zone de but. Je trouvais aussi que les passes étaient souvent lancées à Chad Buck. Je pense qu'il est le frère de Jared. Ouais. Puis, tout un athlète en ouais, c'est ça. Je trouvais qu'il puis lui, c'était comme leur playmaker. Je trouvais qu'il manquait un peu de diversité dans leur jeu. Peut-être qu'à force, ça les a tués. Simon, vraiment que t'es une équipe qui fait des ajustements, je pense que tu peux t'ajouter. En tout cas, moi, j'ai remarqué plusieurs affaires. À m'amener, on n'a pas nécessairement une bonne game contre eux, mais on est quand même capable d'y tenir. Je pense qu'une série, s'il avait été en série, je pense que ça leur aurait joué des tours contre des bonnes équipes, etc. Peut-être un conseil pour eux, ce serait de changer un peu leur tracé, puis, etc. À un moment donné, ils faisaient tellement les mêmes tracés, je les attendais où ils étaient supposés être. J'étais déjà rendu à la fin de leur tracé, mais tu comprends, je les suivais même pas. Peut-être que ça, ils ont tellement des bons athlètes, comme vous dites, peut-être qu'ils pourraient juste un peu mettre plus de diversité. Ouais. Sinon, en 6D, donc à déterminer. À déterminer, anciennement connu sur le choix du président et UR. Les UR, ouais. C'est ça, c'est une équipe de vétérans. Ils avaient commencé la saison en force avec 3 victoires, mais après, tout s'est écroulé. Ils ont eu 7 défaites, malheureusement 7 défaites d'affilée. Mais il est important de souligner à la semaine 9, ils ont quand même livré une très belle bataille aux grands favoris Air Force One. Ils ont battu, Air Force One les avait battus 32-25. Donc c'est là qu'on voit qu'ils sont capables quand même de compétitionner face aux bonnes équipes. C'est juste peut-être qu'il leur manque des petits ingrédients ou peut-être simplifier leur jeu. Gabriel Bélan-Lapointe, il lance un très beau ballon. Il a tous les outils. Je pense qu'il peut compter sur Gabriel Allard, Jérémy Lavallée, Philippe Tremblay, qui ont connu des très bonnes saisons. Mais c'est ça, leur offensive manque un peu de punch. C'est peut-être. Ils devront aussi réussir à mieux protéger le ballon. Là. À près de 20 interceptions lancées, jouent en dessous du ratio 1 pour 1. Là. Donc, à un moment donné, il faut protéger le ballon, il faut trouver des jeux simples. À la limite, même si on ne réussit pas le premier essai de dégager, c'est pas un mauvais jeu non plus, même si c'est pas le premier choix de plusieurs équipes, mais dégager le ballon, c'est donc de ne pas forcer le jeu. Oui, c'est troisième et long. Des fois, tu vas chercher un peu de terrain, tu dégages par la suite et tu reconstruis. De lancer en troisième essai, forcer le jeu, avoir une interception, puis que l'attaque opposée, ben, eux autres ont un court terrain pour marquer un toucher rapidement. Là. Tout à fait. Mon autre déception, ma dernière déception, c'est une autre équipe de vétérans, c'est Green Lantern Corp. Ma petite plaque de la soirée, si vous avez besoin de gants ou de souliers, vous pouvez toujours demander à Aiming Long, le justement de l'équipe. Il fait souvent les annonces. Je fais une petite plug pour lui en passant. Non, je me suis même pas lui qui m'a demandé, je viens de penser à ça. C'est ça, Long, c'est un carrière tellement précis, intelligent. La preuve, il a seulement eu 8 interceptions. Il peut compter sur les receveurs comme Farid Amar Ouali, Jason Prévillon, Naïm Goulard Houssan, qui ont connu des excellentes saisons. Lui, justement, c'est la raison
dans mon article, le premier article de l'année où c'est que je faisais des prévisions, justement, je les avais mis, j'étais trop optimiste, je leur avais donné une fiche de 9 victoires, 1 défaite. Donc, Mais ça, c'est du classique Green Lantern. Connaissent une bonne saison. La saison d'après, on a des bons espoirs. Oups, non, ils se présentent pas. Saison d'après, ben là, finalement, on n'a aucune aspiration à les voir haut. Puis là, finalement, là, il y a une bonne saison. C'est une équipe, on dirait qu'à chaque année, c'est une aventure jouer avec eux autres. On sait pour ma part, j'ai bien de la misère à faire des prédictions concernant cette équipe-là parce que c'est une boîte à surprise saison après saison. Là. C'est ça, moi je leur avais justement donné une fiche de 9 victoires parce que c'est justement au printemps dernier, en D1, il s'était incliné en finale sur le tout dernier jeu du match. Là. Fait que c'était une équipe avec énormément, puis c'était sensiblement la même équipe. Là. Fait que donc... Puis ils ont un avantage que dans cette ligue-là, plusieurs équipes ont de la misère, c'est qu'ils ont tellement une bonne défensive. Puis il y a plusieurs spécialistes de défensive. Là. Léon Deriscu, là, moi ça fait longtemps que j'ai su ces gars-là, là, Pitrou puis Alex. C'est tellement des gars, sans être méchant, tu joues contre eux, puis ils ont pas l'air de qu'est-ce qu'ils ont l'air dans le fond. Ils ont pas l'air d'être bons, mais ils sont surprenants. C'est des têtes de football. Là. C'est des têtes de football, ils se déplacent tellement bien. Il n'y a aucun geste qui est pas calculé. Ils ont un nez pour le ballon. C'est des gars qui peuvent te sortir une interception dans les moments clés. Puis c'est 221 points accordés, là. C'est très bon à FPF. Mais quand tu dis 202, là, ça devient moins bon. Non, c'est ça. Fait que je pense qu'il leur manque un petit peu de punch en offensive. Mais comme on peut pas rien dire de la défensive. Parce que ils ont eu contre des puissances de la ligue, ils ont eu des défaites serrées contre Wrecking Crew, Richard All-Star, une nulle face à Takeover. Donc, ils ont les ingrédients pour. Ils ont tout le temps été dans le coup. Des fois, c'est des équipes, là, la différence entre une victoire et une défaite, c'est tellement minime. Mais des fois, le ballon tourne pas de ton côté, comme on dit. Fait que, mais je pense que moi aussi, je partage l'opinion de François. Là. Ça fait longtemps que j'ai écrit tellement sur eux. Puis tu penses qu'ils vont gagner, qu'ils vont tout gagner, tout rafler comme tu avais prévu. Puis, boum, mais je pense qu'à m'amener, ils vont trouver la solution pour que ça finisse pas tout le temps en queue de poisson. Bon, fini la saison, on efface le tableau, on met les compteurs à 0. C'est la vraie saison qui commence. En fait, comme je le dis souvent à la blague, c'est là qu'on rentabilise la saison. C'est là qu'on joue des parties gratuites dans la ligue. Ils sont rares les parties gratuites dans cette ligue-là. Donc là, c'est maintenant l'heure des parties gratuites. Donc, on recommence tout. Vous avez beau avoir marqué 300 quelques points cette saison, d'avoir eu la meilleure défensive, d'avoir eu une saison de 50 passes de toucher, d'avoir gagné le MVP de n'importe lequel. Un match, puis ça peut être fini votre saison. Là. Donc, on se tourne vers les séries, la vraie saison. Qu'est-ce qui est le plus excitant? L'ambiance des séries, moi, à chaque saison, je le conseille au monde. Vous avez une partie à jouer à 8h, 9h, arrivez un peu plus tôt. Faites juste regarder les games avant. Ça vous inspire pour vos propres parties. Vous restez un peu. Il y a du vrai beau flag football qui se joue dans la ligue. Puis c'est encore plus vrai en série. Des gros upsets, des grosses surprises, qui se produisent à chaque saison dans chaque division. En fait, c'est justement sur ces surprises-là qu'on va aborder le premier tour des séries. Comme vous comprenez, on couvre 6 divisions. Donc de faire des prévisions pour chacun des 8 matchs pour les 6 divisions, on n'en sortirait pas. On va faire ça jeudi avec Simon et Mo. Mais aujourd'hui, on va faire comme un petit sommaire, on va dire. Exact. Donc, Alex plug une annonce pour le Big Show de vendredi. De jeudi, désolé. De jeudi. Donc, nous, on va juste... on va toucher rapidement aux surprises possibles que Marc-André puis Nicolas prévoient pour le premier tour. En même temps, ça met un peu aussi... on va mettre aussi la place pour les équipes qu'on croit se rendre le plus loin en finale. Donc, Marc-André, on va commencer avec la division 6D. Donc, évidemment, c'est sûr que 6D, c'est un peu difficile de prédire. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup de nouvelles équipes. Mais je pense que Marc-André croit que Russos pourrait causer la surprise contre un de mes favoris, Green Monster. Exact, Green Monster avec 8 victoires, 2 défaites.
Je veux commencer par dire que Green Monster, comme tu viens de dire, c'est des favoris. Ils ont eu une victoire relativement serrée face à Fort and 20, c'est par seulement un point. Ça m'a un peu inquiété lors de la dernière semaine. Puis, en tout respect, Fort and 20, c'est une bonne équipe, mais c'est pas un prétendant au titre. Donc, c'est cette défaite avec seulement en ayant marqué seulement 8 points, ça m'a un peu inquiété. Jason D'Souza pour Green Monster a connu une très belle saison. Green Monster ils ont également battu Ball So Hard You. Donc c'est ça pour dire qu'ils ont battu des très bonnes équipes. Mais la raison pourquoi j'ai choisi Rossos pour la surprise, il y a deux. Il y a William qui a commencé, c'était sa première année à titre de corps arrière, et il y a une progression constante. Ses 3 premiers matchs avaient un QB rating. William Plante, tu veux dire? William Plante, désolé, oui. Des fois, dans notre tête, c'est très clair. Très clair, mais ça sort, c'est ça. À ses 3 premiers matchs, il avait un QB rating de 52.9, puis 7 derniers, il a augmenté ça à 77.7, donc on a vu une progression. Yvan Desjardins, un des meilleurs joueurs ball-to-way de la division, justement, lui aussi, il a joué universitaire au football contact, je crois, avec les Carabins. De mémoire, mais je sais que je pense à Carabin, mais il a joué au contact universitaire. Puis justement, Rossos, ils ont perdu par seulement un touché face à Ball So Hard You. Donc, ils sont capables de tenir les bonnes équipes. Donc, d'après moi, ils pourraient peut-être causer la surprise. À mes yeux, ce serait vraiment un gros upset. J'ai beaucoup d'espoir pour Green Monster, surtout dans la conférence B de cette division-là. J'ai beaucoup d'espoir, mais tout peut se passer. Là. On n'est pas à une surprise près dans la FPF. Vous l'avez vécu, puis il y en a à chaque saison. Un mauvais lancé. Nicolas en 6D qui peut surprendre? Ouais, moi, c'est les Krakens contre les Quakers. Je pense que c'est une équipe qu'on ne parle pas beaucoup, comparativement à d'autres équipes. Ils ont fini avec 5 victoires. Je pense qu'ils sont sur une bonne lancée. Bon, là, des mauvais angles me diraient, bon, les Quakers ils ont une meilleure fiche, puis ils ont fini avec plusieurs victoires consécutives eux également. Mais je pense que justement, les Krakens, ils n'ont pas eu le meilleur début de saison, puis ils ont formé leur caractère. Je les ai vus jouer. C'est pas une équipe exceptionnelle, mais je pense que c'est une équipe qui peut surprendre. Mm-hmm. T'aurais des gars comme Anthony Beauchamp-Fraisa comme la vedette de cette équipe-là. Ben c'est pas juste la vedette de cette équipe-là, c'est une des vedettes de la division. Ouais, c'est ça. Pour la division 6D, qui est une division de développement, c'est vraiment particulier de le voir pouvoir jouer dans cette division-là, parce que c'est un excellent joueur de football. Puis je trouve que l'équipe est quand même assez bien. Il y a quand même assez de profondeur. Tu regardes un gars comme Eder Santos Fiera qui a 15 sacs. Qui est quand même 15 sacs dans la FPF. C'est pas facile de réaliser des sacs. Là, même en D6. Là, je veux dire, quand t'es rendu dans les 10, dans les double numbers, comme on dit, t'es déjà un bon rusher. Toi, t'as 15 sacs. C'est une équipe qui fait plusieurs interceptions. Je pense que c'est une équipe qui pourrait surprendre les Quakers qui vont sûrement arriver un peu trop confiants. En tout cas, à suivre. Sinon, on va se diriger en division 4A. Un des upsets prévisibles qui est Alpha Tees contre 69ers. En fait, les a pris, je pense, en raison de leur victoire précédente contre 69ers. En fait, j'ai vu ce match-là. Un excellent match de football où Alex Gaumont avait joué toute une partie de football des deux côtés du terrain. Ouais, ben on était ensemble. Je pense qu'on avait regardé ce match-là ensemble. Oui, exact. C'est ça. Moi, j'avais aimé le caractère d'Alpha Tees. Puis Afatis avait commis des erreurs. Je sais pas si tu t'en rappelles. Brian Mongeau avait échappé à une interception qui aurait pu tourner en toucher. Puis Brian, on sait, c'est un les mains sûres de cette équipe-là, avec Alexis, etc. Là, avec Flag Jesus. Là. Mais je veux dire, Brian, moi ça fait longtemps que je le connais. Il joue dans la Ligue de Touch de Boucherville, etc. Puis ça fait longtemps qu'il joue dans FPF. C'est rare que je le vois échapper. Puis il s'est pas écrasé. Il a dit moi je vais avoir du caractère. Puis il a fait plusieurs beaux jeux par la suite.
On sentait que les héros, comme François dit, ça a été Alexis Gaumont. On dirait qu'il était partout. On dirait que tout ce qui touchait se transformait en or. Alexis, c'est quelqu'un qui est quand même assez bien connu dans la FPF, qui est respecté. C'est un couteau suisse, c'est un gars qui peut tout. Mais leur récente défaite, là, assez cinglante contre Sith. Ouais, mais je pense pense que les gars avaient peut-être déjà la tête aux séries. Puis les Sith, comme on a dit, là, c'était pas une mauvaise équipe. Là. Je pense que. Non, c'est sûr, mais moi aussi, j'ai beaucoup de. Moi aussi, je crois que pas 69ers, que Alpha Tease peut causer la surprise contre 69ers. Mais Alpha Tease, cette année, ils ont pas. En montagne ouais, ben, c'est en montagne grosse, ils n'ont pas le même. Pour ma part, je pense pas qu'ils ont le même esprit qu'ils avaient dans les saisons précédentes. Ils ont quelques changements dans leur alignement. Je sais pas si c'est au niveau caractère ou. Le talent est toujours là, même si ça doit être même l'édition la plus talentueuse qu'ils ont jamais eue. Mais. Ils s'ennuient de Georges Olivier. Peut-être, mais. Alex David aussi qui veut. Oui, exact, là, Alex David. Donc, c'est des gars de caractère. Peut-être qu'il manque un peu de caractère. Mais oui, je suis d'accord qu'ils peuvent surprendre en série. Mais oui, ils peuvent tous gagner. Mais ils l'ont déjà fait gagner. Puis je pense que. Titres de mémoire. Ouais, puis ça fait tellement longtemps qu'ils sont dans la ligue, ça fait tellement longtemps qu'ils sont dans les séries, c'est des habitués. Moi, c'est sûr que les Sixers aussi, c'est des habitués, mais les Sixers sont surtout habitués pour choker, pour ne pas livrer la marchandise en série. Donc, moi, je pense que l'expérience des séries et surtout le succès passé dans les séries va faire la différence dans celle-ci. Marc-André, pour le 4A? Moi, je vais avec Friend in Low Place contre BD Bandy. J'ai choisi que Friend in Low Place allait causer l'upset. J'ai regardé leur dernière partie. Mais en fait, c'est qu'il fallait qu'ils gagnent leurs deux dernières matchs pour qu'ils rentrent dans les séries. Ils ont battu deux équipes dominantes, Mountain Lion et Jaguar Bombs. Puis la dernière partie, Jaguar Bombs est assuré de remporter, fait qu'ils ont peut-être mis la pédale douce. Mais je veux dire, Friend in Low Place, ils ont quand même battu 40-18. Cette partie-là, Danny Damour, Jared Buck, Michael Timmins, ils ont connu un match extraordinaire. Jared Buck a eu 3 touchés, dont 2 des attrapés spectaculaires dans le fond de la zone des buts en plongeant puis l'attrapant d'une seule main. Aussi sans compter aussi Kevin Saint-Pierre qui fait partie de cette équipe-là. Donc ils ont tous les ingrédients pour aller très loin. Est-ce que BD Bandit, il y a un peu aussi que BD Bandit, leur saison, ils ont une exceptionnelle saison, 8-2, mais que peut-être qu'ils n'ont peut-être pas eu le calendrier le plus difficile parmi les têtes d'affiche de cette division-là? Ça, je suis d'accord avec toi. Parce que dans le fond, les deux équipes avec qui ils se battent pour le titre de la division, soit qui se battaient, donc Mountain Lion puis Jagger Bombs, 2 défaites. Leurs 2 seules défaites. Après, oui, ils ont battu Jaguars, mais sinon, c'est des victoires contre Top Secret, Shumir TDs, The Tide, LOB, qui ont eu des saisons un petit peu plus difficiles. Donc, peut-être que l'écart entre les deux équipes est peut-être plus mince que qu'est-ce qui est vraiment en réalité, là. C'est vrai que Friend in Low Place, ils ont eu, j'ai pas leur calendrier, mais c'est vrai, de mémoire, il y avait un calendrier extrêmement difficile. Ils ont affronté, comme je mentionnais tantôt, pour leurs 2 derniers matchs, fait qu'il fallait qu'ils gagnent, il fallait qu'ils affrontent, il fallait qu'ils gagnent contre Mountain Lion et Jagger Bombs. Qui sont les 2 têtes d'affiche de leur conférence. Exactement. Puis une retrouvaille avec Kevin Smuda aussi. Oui, bon. Qui était leur meilleur joueur avec Danny Damour. On dirait que Kevin, partout qu'il va, dans toutes les divisions qu'il va, il gagne. Ce gars-là est incroyable. Moi, je pense que c'est un des joueurs les plus sous-estimés. C'est un futur temps de le renommée. Il est incroyable en offensive. Un article pour toi. Ouais, en défensive. Puis c'est un autre gars qui est surprenant, là. Tu sais, des fois, je parle de Kevin Tsumoda à des gens, puis ils sont comme... Mais je sais pas comment ce gars-là est bon, tu sais. C'est pas le plus rapide, c'est pas le gars qui va faire des catchs spectaculaires. Mais l'affaire, c'est qu'il fait tous les catchs. Ce gars-là, il saisit toutes les passes qui sont dans sa direction. En défensive, il a tellement un QI football élevé. Il se déplace tellement bien sur le terrain. Ce gars, il peut faire 2-3 interceptions par partie, puis c'est même pas surprenant. Puis, juste dernier point, excusez, en plus, ils se sont affrontés la semaine 7, puis BD Bandy, il avait gagné 39-30, donc c'était quand même un duel serré. Donc, Friend in Low Place, mon upset pour Kata.
OK. En Division 6, il y a plusieurs bons duels. En fait, dans les deux conférences, je pense que les deux conférences n'ont pas le même niveau. Là. Je pense qu'il y a, en fait, il y a Vic and the Bucks qui sont la tête d'affiche de la conférence A. Mais je pense que la conférence B est vraiment plus riche en bonnes équipes. Puis je pense que tous les deux, vous avez été choisis dans la conférence B pour les upsets. Donc, Tough Long, Marc-André? Oui, Tough Long qui ont fini 5-5 et contre, justement, on en parlait un peu tantôt, de Two Flag, One Cup, qui ont fini avec une victoire, une défaite. La raison pourquoi, tout simplement, c'est 3 noms. C'est les frères Lerner, un qui joue carrière et l'autre receveur. Et Darren Mishdestran. Excuse-moi, Darren, je le prononce. C'était pratiqué en plus avant. Je m'étais pratiqué, je me suis dit, je vais l'avoir. Non, je l'ai pas plus, mais excuse-moi, Darren, pour la mauvaise prononciation de ton nom. Darren M. Darren Ouais, M. Darren Ok, M. on va l'appeler Darren M. Fait que Darren et les frères Lerner, c'est des athlètes, c'est des. Justin Lerner, c'est que je l'ai vu 2-3 fois cette année à Loyola. Il fait des catchs, c'est comme il est sneaky, il comprend la game, il va faire des catchs que je sais même pas comment il a attrapé. Fait que juste à cause de ces deux joueurs-là, ils ont une chance. Mais malgré que, comme on mentionnait tantôt, ça ne me surprendrait pas que Two Flag One Cup remporte tout aussi. Mais on faut choisir un upset et je vais avec moi pour ma part je crois pas aux chances de Tough Long de surprendre Two Flag One Cup. Pour avoir affronté Two Flag One Cup et des avoir joué vu des dernières parties, c'est même plus question d'un seul joueur là. En début de saison, c'était ça qu'on prévoyait dans nos articles. Il y a un joueur de D1 dans l'équipe, c'est lui qui va être le meilleur joueur de l'équipe. Oui, c'est le meilleur joueur de l'équipe, mais on regarde des Ryan Vasslett que depuis plusieurs games marque des touchés avec régularité, accumule son nombre de verges. C'est vraiment une équipe qui est de plus en plus dangereuse. Et je pense qu'une équipe comme Fighting Flamingo et Project Squad doivent avoir peur de Two Flag One Cup parce que moi, je les vois aller très loin dans cette conférence-là. Moi, j'aimerais ça rajouter un petit point là-dessus. Moi aussi, j'ai joué Tough Long, j'ai aussi joué Two Flag One Cup. Mais Justin Lerner, ce gars-là, c'est un game changer. Là. C'est un gars qui peut. Tu sais, on dit souvent en anglais que les big players make big plays at big moments. Ben lui, il est fait. Moi, j'ai joué avec Farmers, puis on n'était pas une grosse équipe. On a failli les battre, on menait à mi-temps. Puis on pensait vraiment gagner jusqu'au dernier moment. Puis Justin Lerner, je pense que c'était une des dernières passes de la partie. Il a saisi une passe. Puis tu sais, son frère aussi super bon. Là. Puis il a lancé là, dans une petite fenêtre. Justin, il a gardé les pieds en dedans. Un super beau catch. Puis ils ont gagné la partie. Moi, je pense que c'est ça qui va faire la différence. Oui, mais là, Two Flag One Cup, ils ont le joueur pour l'arrêter. Là. On s'entend que le duel Junio et Lerner va être le duel à surveiller, mais si Junio l'arrête, le couvre en défensive, c'est terminé. Là. Ils n'ont pas la profondeur pour que Justin Lerner soit pas blanchi, mais qu'il soit limité dans la partie. Si Justin Lerner est limité dans cette partie-là, c'est terminé Tough Long, il plie bagage puis il rentre à la maison. Moi, je voudrais rajouter là-dessus, j'ai vu justement leur partie contre USP, One Speed Power, et justement, c'est Mathieu, cette game-là, j'avais trouvé qu'il avait beaucoup diversifié son ballon beaucoup plus que d'habitude. Donc peut-être qu'il se pratiquait pour les playoffs, peut-être qu'il avait justement réalisé qu'il ne peut pas juste lancer à son frère ou à Darren. Donc oui, je suis d'accord avec toi, si tu maîtrises Justin, tu viens de donner 75% de chance, mais Mathieu il a le talent pour... Partons d'une équipe qu'on doit maîtriser un joueur. On va aller vers l'upset de Nicolas, que c'est une autre équipe si on maîtrise leur joueur étoile, ça botte de l'aile. Donc Clinkers, donc l'équipe de Marc-André, l'équipe de Louis Bégin. Donc tu crois qu'il pourrait surprendre Practice Squad. Ouais. J'ai joué également contre Practice Squad. J'ai également vu les Clinkers jouer. J'ai été surpris de voir à quel point Marc-André, pour un corps recru, était en confiance dans sa pochette. On sait que c'est pas un QB qui va sortir de sa pochette, commencer à gagner des verges au sol. J'ai 3 courses dans la saison. 3 courses! Mais Puis tout le monde parle de Louis Bégin, mais moi, là, t'en as parlé un peu, Philippe Pourcent. T'as tellement des gars, t'as tellement des gars qui sont capables de faire des jeux. Peut-être justement
tout le monde va voir les stats, puis les gens qui les auront pas vu jouer, ils vont se dire, OK, on couvre ce gars-là, c'est fini. Puis ils vont se faire avoir avec un jeu méthodique, puis planifié, puis bien ficelé. Moi, je pas, puis c'est sûr que Louis, il va avoir beaucoup de ballons. Tout le monde le sait, puis il t'en parle, puis c'est sûr. Là, tout le monde le connaît, ça fait tellement longtemps qu'il est dans la ligue. Mais moi, je pense que Marc-André va justement surprendre le Practice Squad. Ben moi, j'ai juste un nom à dire. Andrew Nope. Ouais, c'est sûr, ouais. Je pense que c'est l'élément clé dans la partie, et je pense qu'il va faire la différence. Et peut-être pas au niveau statistique, mais sa présence comme rusher dans cette équipe-là. Il est grand, il est vite. Je sais pas si tu te rappelles, tantôt, j'ai dit que j'avais lancé en D6 puis que ça avait pas super bien été. C'était contre Andrew, qui est, d'après moi, un des meilleurs rushers, non pas seulement de cette division, mais de la FPF. C'est un gars qui est grand. C'est un gars qui reste en nomination pour le joueur défensif de l'année. Ouais. C'est un gars qui est grand, qui reste en contrôle, puis qui est rapide. C'est quoi tu veux de plus pour un rusher? Moi, j'étais là, puis je voulais le déborder, puis tu sais, je veux dire que je suis quand même un petit peu rapide, puis il me saisissait le flag, il a une bonne portée. Sinon, quand je l'ai lancé à mon centre, il levait les bras, mais moi je suis mesure 6 et 2, puis il levait les bras, puis il me coupait du terrain, donc il me coupait la vision, je veux dire. Donc, je pense peut-être que ça serait... t'as raison, François. Moi, je pense que c'est l'élément clé. Ouais. Mais je souhaite tout succès à mon collègue Marc-André pour sa première partie en série. Une autre... donc, on va se diriger maintenant vers la 4B. Malheureusement, mes deux collègues n'ont pas choisi mon équipe comme upset plausible. Malheureusement, je vais leur montrer qu'ils se trompent comme à chaque fois. Mais Frank, je dois te faire mon mea culpa. Pareil, dans mon bilan de mi-saison, je vous avais mis dans le dernier tiers, On joue pour le plaisir, et ton équipe et toi, vous avez vraiment upgradé, vous avez pour aller playoff, vous avez fini avec 5 victoires, je pense. Oui, pas avec 5 victoires, mais on a fini avec 5 victoires au total. Bref, merci pour les compliments, mais on va passer vers vos surprises, ceux que vous avez vraiment choisi. Essayez pas de vous reprendre, vous m'avez pas choisi, c'est correct. Nicolas, tu me faisais l'éloge de Blue Chip tout à l'heure, Jordan Mitchell, blablabla, c'est l'équipe. Je mettais la table pour mettre le crabe. Donc, upset, Lobster Dinner contre Blue Chip, que tu disais qu'il y avait une saison pratiquement parfaite. Explique-moi celle-là. J'ai dit pratiquement parce que j'avais déjà entrevu la future défaite. Tous ces gars-là, j'y connais, Lobster Dinner, Matt Leblanc, c'est un gars qui... spécialiste un peu de la défensive, mais là, il y a des très bonnes stats offensives. On parle de 246 verges, 9 touchés. Des gars aussi là, comme Francis Maheu qui a vraiment explosé, David Dipola qui est un vétéran de cette ligue-là, Eric Palouziak, puis moi, le Rocher aussi. Ouais, puis le Rocher. Puis c'est vraiment une équipe qui a du talent à revendre, sans faire de vilain jeu de mots avec l'émission. Jonathan Brown, tu parles d'un QB qui a un bon ratio, 30 portes touchés contre 3 interceptions. C'est pas le QB qui va faire 200 verges par partie, mais c'est un QB qui distribue excessivement bien le ballon. Puis je pense que il pourrait surprendre Practice Squad qui vont peut-être se concentrer sur un ou deux joueurs. Puis, Blue Chip. Blue Chip, excuse-moi, Blue Chips. Mais ouais, je t'ai rendu ailleurs. Mais tu mélanges tes surprises. Ouais, c'est ça. Donc, le Blue Chip, oui. C'était justement une surprise, mais ouais. Donc, ouais, je pense que j'ai déjà parlé assez de Blue Chips. Mais je pense que maintenant, on va parler de Lobster Dinner. Puis, je pense pas que ça va être seulement la première ronde, moi. Ah. Je suis pas d'accord avec toi, mais oui, ils ont des chances, mais Blue Chips sont trop forts. Moi, comme si j'étais à leur place, je dirais, OK, parce qu'ils n'ont pas une très bonne défensive, là, ils ont accordé 300 points. Je pense que le point fort, là, pour eux, ça va être, OK, les gars, on prend les devants vite, puis on ferme la porte, on joue un jeu conservateur, on garde la possession du ballon, on force pas le jeu. Qu'est-ce que Jonathan Brown est excellent, un gars qui connaît peu de revirements. Si Lobster Dinner prend une avance de 2 touchés, 3 touchés, moi je dis que c'est fini. Par contre, c'est sûr que si Blue Chips, si c'est un marathon puis que c'est un échange de touchés, je pense que Blue Chips... moi, je pense personnellement que Lobster Dinner n'a pas les ressources défensives pour c'est pour ça que je dis, ralentir Blue Chip. Faut qu'il les surprenne.
Oui, Les puis Blue Chips, ils ont une très bonne défensive. Là, Ouais, oui, exact. on parle de Jordan Mitchell, on parle de l'attaque. Mais leur défensive, j'ai pas les stats devant moi, mais je sais que c'était parmi les meilleurs pour les ben, points accordés. 155 points accordés. C'est Ah, Contre 300 pour l'Upside tu Dinner. sais, ils accordent moins de 3 touchés par partie. Là, c'est extraordinaire. Ben, là. c'est 155 points accordés. C'est ça. Puis ils en ont marqué 385. Exact, là. C'est Fait une des qu'ils ont équipes pas qui a de marqué faille, le là. plus de points, toute division Mhm. incluse. Là. Mhm. Pas juste en 4B, là. Toute division incluse, c'est l'une Ouais. qui a marqué le plus de points. Mais bref, on l'a dit, des surprises, c'est des surprises. Si c'était évident à prédire, ça serait pas une surprise. Une autre surprise, True Squad devrait plier bagage, Marc-André? Oui, contre les Sphinx, justement, je les ai vus, je les ai découverts cette année, justement, je les ai vus 2 fois, et ils sont tellement le fun d'avoir joué les Sphinx, c'est là que tu vois, c'est une gang de chums, ils s'amusent tout le temps, ils ont du plaisir à jouer, puis je crois que c'est une recette en playoff, ça, c'est... En série, excusez. C'est justement, parce que je veux pas, on donne toutes les mêmes un peu plus moites. Je veux dire, on peut échapper des petits ballons faciles. Le QB carrière peut échapper, peut manquer sa passe. Mais juste le fait que justement, c'est une belle complicité entre eux et qu'ils jouent pour le plaisir. Ils jouent comme s'il n'y avait rien à perdre. Fait que j'aime beaucoup cet aspect-là. Et aussi, c'est ça, c'est que dans leur défaite, face à... excusez. Je voulais dire que le carrière Ethan Cloutier, je le mentionnais, c'est un vétéran, on en parlait je pense un peu tantôt, c'est un vétéran de la Ligue. Il a commencé je pense en 2010 comme carrière, donc il a tout vu, il a une vision incroyable. Mais ce sera un duel de carrière assez intéressant à regarder. Là. Alexandre Benoît qui est en nomination pour carrière de l'année de la division. Étienne Cloutier qui a peut-être pas eu la saison qu'il a espéré, il a manqué une partie. Puis peut-être il y a tellement d'expérience. Ouais, donc ça va sûrement être une belle confrontation de carrière. Seul point inquiétant pour Sphinx, ils ont perdu 26-6 à leur dernier match contre Grindr. Grindr, qui est une équipe qui, comme ils portent bien leur nom, c'est une équipe travaillante, mais qui manquait de ressources et d'expérience pour bien réussir cette saison. Puis, à leur défense, les Sphinx, je les avais entendus sur le banc, je crois qu'il leur manquait plusieurs joueurs qui avaient ok, parfait. à leur défense. On va aller maintenant en division 5B. Marc-André, je sais que tu as plusieurs amis dans Falcon, des anciens coéquipiers dans certaines équipes, même des coéquipiers actuels. Et comme bel ami, toi, tu prends contre eux autres dès le premier tour. Donc, Super Saiyan. Je sens qu'ils vont pas m'offrir de bière d'ici là, mais en tout cas. Donc, c'est pas grave. bref, Super Saiyan devrait causer la surprise. Et la principale raison, c'est un nom, Jordan Allard. Ce gars-là, il connaît le tabac, c'est un gagnant. En plus, ses qualités, je crois que c'est le carrière qui a accordé le moins de sacs dans toute la division. Super mobile. Super mobile, très intelligent. En défensive, il joue comme middle linebacker, il se promène autant dans le short que dans le deep. Il lit le carrière comme pas un. Ça me fait de la peine de dire ça parce que justement Pat Lefebvre, il a connu une saison extraordinaire. Il est en nomination justement pour le carrière de l'année. Dominique Couture, là je parle pour les Falcons, là, mais Dominique Couture en défensive lui aussi est en nomination. Il a connu toute une saison de nomination justement aussi pour le joueur de l'année en défensive. Raphaël Ducas-Lapam est en nomination pour le receveur de l'année. Donc Falcons, ils ont un super trio de joueurs. Puis ça, c'est sans compter les Philippe Ossan, les Marc-André Blais, Stéphane Turmel. Donc, ils ont une équipe complète de vétérans. Mais l'autre petit bémol, c'est justement ces deux effectifs-là sont affrontés à la semaine 7. Ouais, 44-25 pour 44-25. Super Saiyan. Sans équivoque. Par contre, moi, j'ai assisté à cette partie-là. Ouais. Il y a des points qui sont faits en garbage time, que la partie était déjà terminée. Là. Comme le dernier jeu de la game, c'était Jordan Allard qui a ramené une interception pour un toucher. D'ailleurs, le revirement de cette partie-là, ça a été Pat Lefebvre qui a commencé à forcer le jeu. Il a lancé une
passe à Raphaël Ducolapam, qui est sa préférée. Ça devient quasiment imprévisible. Qu'est-ce qu'il fait? C'est que Raphaël est tellement vite qu'il lance le ballon fortement en avant de lui. En se disant que Raphaël va avoir la rapidité d'aller chercher. Moindrement qu'un demi de coin qui n'a plus rien à couvrir, lit le jeu, recule. C'est ce que a fait parfaitement le vétéran GM Colatras, qui a ramené justement les transitions pour un toucher. Ce pick six-là a tourné la game. Après ça, les Super Saiyans, sous la tutelle tu parlais de lui, de Jordan Allard, ont commencé à gruger le terrain. Et justement, j'en parlais un peu au début de la partie, là, les Falcons, au lieu de jouer pour gagner, ont commencé à jouer pour pas perdre. Et c'est justement les mots d'un coéquipier que je nommerais pas de Pat Lefebvre. Il m'a dit, je sais pas pourquoi, Pat avait tellement de bonnes games, les deux équipes s'étaient serrées, puis après ça, il a commencé à forcer le jeu, puis Super Saiyan, avec l'équipe qu'ils ont. Puis ça, s'il commence à être un rouleau compresseur, tu vas être une tartelette, une pancake. Là. Exact, les Falcons, ça va être important qu'ils commencent revenant en sur force. Jordan Allard, 3e saison complète comme carrière. Ça paraît pas. On le connaît. Ouais. On le connaît notamment comme receveur dans les divisions supérieures. Justement, je l'ai suivi en division Mais- A, c'est début en division 1 le printemps dernier. Je suis d'accord avec vous que qui est très talentueux, mais aussi qu'il y a des receveurs talentueux sous la main. Et puis pas nécessairement des. Jared Gallant, à l'heure du set. Ben, puis même un qui a pas beaucoup de statistiques, là, mais Derek Fontana, là, Oui. excellent joueur pour les zones Ouais. profondes. Là. Ouais. C'est un Speedy Gonzalez, là, il bat n'importe qui. Dans cette un partie-là, contre un, là. dans cette partie-là, Derek a fait un super de beau catch. Tu sais, genre le catch que tu dis, bon, la passe, le QB s'est débarrassé du ballon. Il a jamais arrêté, il l'a pogné en sautant. C'est un. C'est peut-être pas le receveur, c'est pas le couteau suisse, Ouais. mais lui, il peut tirer des défensives avec sa vitesse. Moi, je l'avais Tout à vu fait. jouer l'été dernier avec Backyard Bullies. Ouais, ou, son équipe, ouais. ouais, donc, mais c'est l'attaque. Jim Colatras, il est bon pour les zones C'est peut-être l'homme à tout plus. faire. c'est Exact, l'homme l'homme à tout faire. Donc là, on a un joueur qui peut aller dans les zones profondes. Donc, c'est une attaque diversifiée. Chacun a leur rôle. Puis en plus, Jordan a une mobilité, donc peut se sortir du trouble de temps en temps avec ses jambes. Donc oui, personnellement, j'aime bien Falcon. Là. Puis Moi aussi, qui ça me va, fait de la mais peine. oui, Super Saiyan est un upset possible. Et en plus, là, C'est mon affrontement de la il y a juste 3 points qui les séparent là. Ça sera pas le plus gros upset là. Oui, on va être surpris, mais c'est très très plausible là. Ça va jouer sur le terrain du premier au dernier Puis, jeu. j'aimerais juste dire peut-être qu'il va y avoir une petite rivalité justement parce que la partie était tellement serrée, puis après ça, les Super Saiyans ont pris les devants. Mais Tyler Doucette, qui est une menace des zones profondes également, s'était fait expulser de la partie par les arbitres après qu'il ait fait un toucher justement contre Dominique Couture. S'est relevé et a commencé Il l'a à marqué. l'enguirlander. L'arbitre Ah. n'a pas apprécié, il l'a sorti. Ouais, il a bien fait Et ça aurait pu jouer en la faveur des Falcons de perdre Tyler Doucette qui est vraiment rapide. Finalement, les Espagnols se sont dit ah ouais, vous nous enlevez un de nos gros joueurs. Ils ont joué pour 2 chacun, puis il était peu arrêtable après. Juste terminer, Philippe Passan au Rush, il va avoir toute une job contre Jordan Allard. Mais si quelqu'un qui est capable de relever le défi, c'est bien ça. Ouais. Bon, Nicolas, toi, t'as été avec les spécialistes des surprises, mais pas parce qu'ils sont habitués de causer des surprises, c'est qu'ils sont habitués de se faire surprendre. Ouais. Là, cette fois-ci, c'est eux autres qui ont le rôle de négliger, donc je parle de Spartan. Ouais. Donc, Spartan surprendrait Moss City. Et je sais que Moss City, c'est une des équipes que Marc-André aime bien. Donc, explique-nous ce choix. Moi, les Spartans, je les ai vus jouer. Je pense que, un peu comme j'ai vu dans leur affrontement, ils sont tellement grands. Hernandez, c'est des gars qui ont tellement un avantage. Charles-David Martel, qui ont un avantage avec la grandeur, tandis que Moss City sont plus petits pour des jump Ils balls. sont tellement vite. Je sais qu'ils sont vite, mais pour des jump balls, pour le rusher qui est super grand, qui vont empêcher la vision à Arnaud Desjardins. Par contre, c'est James Coley, c'est pas le rusher qui arrive le plus en contrôle.
Puis Arnaud Desjardins, même moi, toute l'équipe de Moss City, c'est tous des gars que je connais. Je les ai vus au juvénile. Ouais, Provencher, François Laramé, juvénile au collégial. Ouais. C'est tous des gars qui ont joué dans les grosses divisions. En Auge d'Argent, j'ai déjà vu jouer au vrai foot. C'était une game contre le Collège Notre-Dame, justement. Et il y avait une mauvaise game, mais par exemple, j'avais vu déjà sa mobilité. Donc, c'est un QB, je pense que ça va être sa force. Mais si les Spartans sont capables de transformer le Abou en Aou pour de bon, là, je pense que ça serait le temps là, s'ils sont capables de contrôler sa mobilité. Puis, tu sais, James Andrea, là, on en parle. C'est un corps très sous-estimé. C'est ça, on n'en parle parle pas souvent, mais je l'ai vu jouer, puis... Il a tout un bras, là. 40 verges, lui, là, il traverse le terrain sans problème. Je suis d'accord, mais c'est l'une des raisons pourquoi ça marche pas en série. Des fois, c'est au niveau de la prise de décision. C'est ça, ouais. On a beau avoir le meilleur bras, les meilleures qualités athlétiques. Des fois, sa prise de décision n'est pas au rendez-vous. En saison, il connaît tout le temps des bonnes saisons, mais une fois que le jeu se resserre ou qu'il faut prendre des... faut lever son... Exact, puis que même des fois, il faut aussi imposer notre rythme. Il ne faut pas juste prendre ce que les défensifs nous offrent, il faut aussi imposer notre rythme. Je pense que James n'est pas encore... était pas rendu là dans les dernières saisons. Espérons pour lui que ça sera le cas cette saison. En 5A, on va essayer d'accélérer un peu le rythme. Donc, il nous reste la 5A. Donc, vos deux surprises. Dans le cas de Nicolas, c'est Redneck. Dans le cas de Marc-André, c'est Hurricane Season. Donc, commençons avec Redneck. Ouais, les Rednecks, c'est une équipe que ça fait vraiment longtemps qu'ils sont dans FPF. Qui sont un peu des spécialistes de la défensive, année après année. Mais là, je pense que c'est le temps pour eux de passer au prochain niveau, d'élever la barre. C'est sûr qu'ils affrontent une bonne équipe, on va pas se le cacher, là. Alpha Stars, qui est relativement, je pense, des nouveaux joueurs dans cette ligue-là. Je pense que... Alpha Stars, tu veux? Ouais. Ils ont quand même quelques vétérans. Là. Ouais, ils ont quand même quelques vétérans, mais je pense que les Rednecks, niveau expérience, ont un avantage qui devrait... pour une fois, utiliser. Parce que les Rednecks, moi, je m'en souviens, là. Toi, t'avais ton équipe que tu parlais tantôt, qui était... Diablos? Non, Green Lantern Corps. Ah. Que tu disais... moi, j'ai souvent pris pour eux, puis ils m'ont tout le temps déçu. Moi, les Rednecks, c'est toute une équipe que j'ai pris pour... Ils ont battu les grands favoris, GHB, oui, c'est ça. Greenman. Ouais, j'ai vu ça, puis j'espère qu'ils vont continuer, puis qu'ils vont se motiver avec ça, parce que... J'étais là, je faisais le score keep, puis... Ouais. C'était tout un affrontement. Le carrière, est-ce que j'ai oublié son nom? C'est quoi son nom déjà? Au carrière des Rednecks? Attends, mais je vais te trouver ça. J'ai oublié ton nom, mais c'est tout un guerrier. Là. Autant défensif qu'en attaque. C'est un meneur. Derek Forgus. Je sais pas si c'est comme ça se prononce, là. Derek Forg. Forgs, ouais. Derek Forgs. Ça fait longtemps qu'il est carrière pour eux en plus. Là. Ben, Oui. Je pense que c'est leur carrière d'origine. Non, mais sérieux, il y avait la bave qui sortait de la bouche là, tellement qu'il voulait gagner, tellement qu'il voulait. C'est un gars déterminé. En plus, c'est très athlétique. Il va avec ses forces, comme je mentionnais tantôt. Lui aussi, ses jambes, il est très athlétique. Puis il n'hésite pas à les utiliser. Ça crée des ouvertures de passe. Donc, Redneck, oui, il pourrait vraiment causer cette surprise-là. Je suis d'accord avec toi, Nick. Redneck, dans l'autre conférence, il y aurait Hurricane Season qui pourrait surprendre. Évidemment, on n'a pas... on sait qu'on en a parlé un peu tout à l'heure, là, Sébastien Thibault est terminé pour la saison, donc on imagine que les Grands Lionels vont avoir beaucoup de travail à faire pour s'en sortir. C'est pas impossible. Ils ont probablement des ressources, donc on n'a pas été sur la réponse facile en nommant les Flamands fous, mais oui, ça pourrait être une surprise, mais c'est peut-être un peu moins surprenant maintenant avec la blessure de Sébastien. Donc, Hurricane Season qui surprendrait les anciens pandas, communément appelés les Finessers. Finessers, oui. Jared Taylor, nouveau carrière cette année, autant en 4A qu'en 5A. Là, cette fois-ci, c'est avec les Hurricane Season. Justement, il est en nomination pour le carrière de l'année. Peut-être le plus bel athlète de tout FPS. Il comprend le jeu. Justement, on l'avait affronté en 4A avec Mutation. Puis on mettait Alexandre Sanson au rush, puis même lui, il n'était pas capable de contrôler sa vitesse ou son agilité. Ouais. Et puis il garde toujours... Il y a des carrières qui vont commencer à courir, ils vont arrêter de regarder le terrain, mais lui, c'est pas le cas. Lui, il va se déplacer, mais il garde toujours ses yeux
sur ses receveurs. Puis dès que, justement, supposons que l'inside va dropper pour aller aider son rusher, il va le voir, puis il va lancer à son slot ou il va lancer des... distribue très bien le ballon. 4 receveurs de plus de 200 verges, 2 autres receveurs avec plus de 150 verges. En fait, tout le monde qui joue avec lui reçoit des ballons, reçoit des verges, manque des touchés. Il dit... En fait, c'est le protégé de Kevin Wyatt, je crois. À un moment donné, j'ai... non, mais c'est vrai parce que j'avais... À un moment donné, Montréal Fanette jouait après nous, puis justement, Jared avait croisé Kevin Wyatt, puis Kevin Wyatt qui avait dit justement à Jared, oublie pas ce soir, fais les triple slants, le jeu du triple slant, descend au-dessus. Ça va t'aider. Fait que c'est peut-être un protégé de Kevin Wyatt. Ce QB-là, il a tout. Il a un bon bras, il est grand, il court tellement bien, fait que c'est tellement une menace au sol qu'on a tendance à vouloir tricher les inside pour aller faire supporter la protection contre la course. Puis après ça, ça libère les receveurs qui vont être chèques derrière toi. Des receveurs moins connus, mais qui sont extrêmement bons, genre Benjamin McCannon, Kevin Donnet, Brandon Picard, Zachary Dryden, c'est puis en défensive, il est incroyable. Jerry Terry est incroyable en défensive. Puis je l'ai vu jouer aussi receveur avec Westfield en Division 2. C'est un receveur incroyable. Mais moi, c'est ça, au début, tu as dit, je pense que c'est le meilleur athlète, un des meilleurs athlètes, en tout cas, peut-être de la FPF au complet. Tu reconnais le vrai talent quand ça a l'air facile. Tu le regardes jouer, tu te dis, écoute, c'est tellement facile, puis au fond, c'est tellement difficile. Comme le fait que passe au golf. Ouais. On le regarde frapper, puis ça a l'air tellement facile. Et pensez carte, là. On parlait, dans le fond, on regardait d'Hurricane. Il y a aussi Financier qu'on peut dire que c'est souvent l'histoire des dernières saisons d'un seul joueur, Alexandre Bachalani. Ouais. Il y a aussi Nirosh Suresh. Ouais, Nico Suresh, oui. Oui, désolé. Mais, les deux, ils ont 600 verges. Mais c'est l'un ouvre l'espace pour l'autre, là, pour les avoir vu jouer beaucoup dans les dernières saisons. L'un ouvre l'espace pour l'autre. Donc, je pense moi aussi que Hurricane Season devrait l'emporter dans ce duel. Ils ont les ressources défensives pour arrêter ce duo dynamique. Maintenant, on va conclure très rapidement. Je veux vos prédictions. C'est le temps de se mouiller pour vos finales. Ouais. Donc, sans explication, je veux que vous y allez rapidement. Donc, Ankata, qui voyez-vous en finale? Moi, pour ma part, ça va être The Commission contre Jagerbomb. Oui, The Commission, oui. Jagerbomb, ouais, c'est un bon choix, Nick. Moi, je suis d'accord avec toi. En 4B. Moi, j'ai choisi Passer Prime contre une de mes équipes préférées, Alux, avec Charles-Olivier Lavigne, qui va peut-être être MVP. 4B, je dirais Martin et le Flag, d'un bord. Et l'autre, A-Squad. En 5A. Moi, j'ai pris les Smoking Exitals contre les Preachers. Preachers qui ont du caractère à revendre. En 5A, je vais y aller, un coup de cœur. Longhorn contre Ghost. Grosse prédiction. Non, ils sont dans la même conférence. Je vous avais pris en note. Je pense que tu y allais avec GHB. Donc GHB, c'est ça, oui. Oui, excusez avec Longhorns. Oui, merci Frank. En 5B. Moi, j'ai pris les Mogadashu Pirates contre les Falcons. L'équipe de Joe Kano. Ouais, puis moi, j'aime beaucoup ce joueur-là. Puis moi, je prends pour les Falcons parce que c'est mes amis. Non, c'est pas vrai. mais je prends pour les Falcons pour les avoir vus jouer souvent. Je pense leur souhaite, moi que aussi. Pat Lefebvre, il a l'expérience. Puis il va rallier ses troupes. Puis il va pouvoir exploiter un peu plus ça, les faiblesses de l'autre équipe. Moi, c'était Wrecking Crew d'un bord. Et l'autre... Désolé, je l'avais pris en note puis je le trouve plus. Moi, City. Parfait. En division 6... Bon, ben moi, je vais pas faire une prédiction qui va en surprendre beaucoup. Là. Vic in the box, puis Two Flags One Cup. Ouais, moi, je suis complètement d'accord avec cette prédiction. Je mets Vic in the box, oui, mais Fighting Flamingos. Ouais, ça se pourrait, mais en tout cas. Fighting Flamingos, Bart Evans, je lui souhaite un premier championnat. Et la dernière division en 6D. Donc, on va conclure avec la 6D. Ball You So Hard contre Air Force One. Moi, c'est aussi la mienne. Bref, donc merci. Donc c'était nos prédictions. Nos animateurs se sont mouillés. Donc bonne série éliminatoire à tous. Merci d'avoir été à l'écoute pour ce autre podcast en français. Bonne série éliminatoire et bonne soirée à tous.
Merci.